Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Enfin, on ne connaît pas cette entreprise. Enfin, la majorité, je pense. Donc, la compagnie s'appelle Shimano. Donc, moi non plus, je ne connaissais pas Shimano. Mais semble-t-il que pour ceux qui font du vélo, Shimano est très, très connu dans ce domaine-là. Donc, alors, qu'est-ce que l'entreprise ici fait quoi? Donc, c'est une entreprise qui produit, développe et distribue des composants de vélo, des articles de pêche et du matériel d'aviron. La société planifie et développe également des produits d'équipement de style de vie, donc tels que les vêtements, les chaussures, des sacs et des articles connexes, donc liés au secteur de la pêche, de l'aviron et du vélo et du cyclisme, on peut le dire comme ça. Elle est présente au Japon, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Océanie, donc elle fait le tour du monde. Elle a été fondée en 1921 et est basée à Sakai au Japon. Donc, nous avons ici un fabricant d'équipements de vélo. Donc, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, on va sur le site Shimano. J'essaie de regarder ici vite fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici, l'entreprise? Qu'est-ce que vous avez ici? On va juste voir ici par rapport aux différents produits. Donc, je vois ici, moi, je connais rien sur le vélo, hein, mais semble-t-il que ceux qui sont dans le domaine du vélo savent exactement de quoi on va parler ici. Donc, moi, quand je vois tout ça, ça ne me dit rien du tout. Je sais que, ok, ça, c'est un truc que je vois souvent sur les vélos. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, ça, c'est pour changer les vitesses, mais voilà. J'ai pas envie de dire de bêtises ici, mais semble-t-il que ce soit une entreprise qui est très connue dans le domaine du cyclisme ici, mais également, je ne sais pas, dans le domaine de l'aviron. Laissez-moi savoir. Donc, on va aller regarder les chiffres ici. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés. On va aller regarder les chiffres. Donc, au niveau des chiffres, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, je vais directement à historique. Je vais le remettre ici en français. Donc, on va le mettre, je vais le remettre ici en anglais pour qu'on n'ait pas de problème. Alors, voilà. Ok, on revient en anglais. La première chose qu'on regarde ici, c'est le revenu, la stabilité ou la croissance des revenus. Pourquoi est-ce que c'est important? On n'aimerait pas investir dans une entreprise qui n'a pas de revenus. Ou bien si l'entreprise a des revenus, on aimerait voir à peu près à quoi ressemble la tendance des revenus ici. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants? Attention, Shimano ici, c'est l'entreprise c'est celle qui est cotée sur la bourse japonaise. Donc, d'accord. Donc, je pense que c'est celle de Tokyo. Donc, c'est 24 935, 24 935 yens. D'accord, je pense que c'est le yen, n'est-ce pas? J'avais juste vérifié ça ici. Le yen, monnaie officielle du Japon. Ok, donc 24 935, je ne sais pas combien ça donne ici en yen, on va essayer. Alors, on va mettre 25 000 juste pour voir à peu près ce que ça donne ici en dollars. Donc, en dollars américains, donc on va mettre en euros, en dollars américains ici, des dollars américains. Donc, on a une valorisation aux alentours des 183 dollars américains. Ok, d'accord. Donc, on revient ici. Donc, on repart sur notre tableau ici et on va chercher le revenu. On va le mettre en yens, bien sûr. Donc, on cherche le revenu ici. On regarde la tendance des revenus. On a une tendance des revenus ici. On a des revenus qui sont croissants. D'accord? Donc, on regarde ici, histogramme. On a une croissance des revenus ici. En termes de revenus en date d'aujourd'hui, on a à peu près 585 milliards. D'accord? 585 milliards sur les 12 derniers mois. Ok, donc 585 milliards de yens. Donc, si je le mets ici en dollars, je peux le convertir directement ici en dollars ou en euros, si vous voulez. Si on le met en euros, on a à peu près 4 milliards d'euros. D'accord. Si on le met en dollars, on a à peu près 4 milliards 300. D'accord. Donc, c'est 4 milliards. Donc, les chiffres ne doivent pas vous étonner ici. Donc, c'est 585 milliards, mais c'est par rapport à la monnaie japonaise. Donc, on va mettre 585 milliards. D'accord. Je vais l'arrondir à 586 pour faire simple. Donc, on va mettre 586, 5, 8, 6. Maintenant, croissance des revenus, on peut regarder ici le niveau de croissance des revenus ici sur les dernières années. Donc, et évidemment, quand moi je vais faire l'analyse, je ne vais pas prendre en considération la croissance des revenus parce que ce n'est pas important, mais je peux acheter une entreprise qui a une croissance des revenus ici sans prendre en considération la croissance parce que s'il y a croissance, tout ce qui va arriver plus tard, ça sera que du bonus. OK? Donc, quand on regarde le niveau de croissance ici, on va le prendre ici sur la médiane. Alors, en termes de médiane ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a des revenus croissants en moyenne sur les 20 dernières années, on a 7% de croissance, 10 dernières années, 6% de croissance, 5 dernières années, 4% de croissance à peu près. Je sais que c'est 4,7, donc je l'arrondis juste à 4% de croissance. Et sur les 3 dernières années, on a 13% de croissance. Attention, 13% de croissance ici, pourquoi? D'accord? N'oubliez pas que si c'est du vélo, du matériel d'aviron, des choses comme ça, c'est des équipements d'extérieur. Et vous savez que pendant la période de la pandémie, ce secteur-là a bénéficié énormément de la pandémie, vu que les gens ne pouvaient pas aller,
Les gens ne pouvaient pas qu'ils ne pouvaient pas sortir, mais ils ont préféré aller faire des activités qui avaient trait à la nature. Donc, prendre un vélo, aller pédaler, faire aller dans les lacs, des choses comme ça. Donc, c'est un secteur qui a eu énormément, qui a bénéficié, qui a eu énormément, voilà, qui est voilà, le Covid a été positif pour cette compagnie, pour ce segment d'activité-ci, donc pour ces secteurs. Donc faites attention à ça. Ça ne veut pas dire que les revenus actuels ne sont pas durables. On avait déjà une compagnie en croissance avant même la période de la pandémie ici. D'accord? Donc c'est juste pour faire la remarque. Donc quand on voit cette variation-ci, il faudrait toujours l'interroger. Mais attention, attention. Ça peut également être dû à une acquisition. Donc quand je regarde ici, est-ce que c'est une entreprise qui fait des acquisitions? Je vois ici que la dernière acquisition date de 2017. Donc, à la fin de la journée, je ne pense pas que ce soit... La dernière acquisition de 2017 a eu peut-être pour Impact 7 ici, d'accord? Mais après 2017, on n'a pas eu d'acquisition ici. En tout cas, le logiciel ici ne me manque pas qu'on a eu des acquisitions. Donc, on va prendre ici à peu près, si on devait prendre la croissance, on va le prendre en moyenne ici aux alentours de 4% par là. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent prendre la croissance. Moi, je vous donne juste l'information. Maintenant, les free cash flow. Ici, pour les free cash flow, c'est une compagnie japonaise. Je vous assure que je n'ai jamais lu un bilan financier d'une compagnie japonaise. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je me dis que les net income, les free cash flow, c'est des choses, c'est un langage qu'on connaît tous là-bas. Donc, je vais prendre ici les net income, d'accord? Donc, la marge, je vais prendre la marge de net income ici, tout en vérifiant si les net income et les free cash flow vont généralement dans le même sens. Essayez de voir à peu près si les free cash flow et les net income, on raconte la même histoire. Donc, de préférence, les free cash flow et les net income doivent être similaires, d'accord? Ici, on constate que, je vais les mettre juste sur le même graphique ici, sinon ça va nous donner une mauvaise information. Show value, grouping, donc on va mettre linéaire, voilà. OK, on va mettre sélection, c'est parfait. Donc, on voit que voilà, les net income et les free cash flow ont tendance à être à peu près à se ressembler. OK, on va le prendre comme ça. Donc, ils ont tendance à se ressembler ici. Donc, on va prendre les free cash flow, on va prendre la marge des net income ici. Donc, la marge de net income, ici, on cherche la moyenne. La marge de net income ici, on regarde la moyenne. On ferme ça et on va le prendre le graphique en histogramme. On voit déjà que la marge augmente. Donc ici, on a à peu près en moyenne aux alentours des 8%, 9% par là. Et sur les dernières années ici, en tout cas, depuis 2012, on a une augmentation. Donc les marges augmentent de plus en plus. Donc les marges augmentent de plus en plus, les revenus augmentent de plus en plus. Est-ce que la marge brute augmente également? Donc ça peut être dû à un certain pricing power de cette compagnie-ci. Donc on va juste regarder le niveau d'augmentation, au niveau des marges d'augmentation des marges brutes ici. Donc on voit que les marges brutes augmentent. Donc il y a un certain pricing power ici, c'est-à-dire que le produit qu'ils vendent ici est sans doute très recherché au point où même quand ils augmentent les prix, les gens continuent à acheter. Mais maintenant, est-ce que les volumes suivent? Attention, il faudrait également regarder ça. Donc, ça peut également être dû au fait que, voilà, les nouveaux segments d'activité, il y a assez de marge. Mais je pense que les marges augmentent ici parce que l'entreprise est de qualité. Là, le produit qu'elle vend ici est recherché et sans doute elle a un pricing power. Il y a de fortes chances en tout cas. Je n'aime pas utiliser le terme sans doute ou bien je n'aime pas utiliser la certitude en fait. Donc, si on n'est pas certain de quoi que ce soit, donc on essaie de rester à peu près, de se rapprocher de la vérité. On va se dire ça comme ça sans savoir où est-ce que se trouve exactement la vérité. D'accord? Donc, on a la médiane ici de 9% en termes de marge bénéficiaire ici en tout cas sur les 20 dernières années, on a 11%. Sur les 10 dernières années, on a 15%. Sur les 5 dernières années, on a 15% également. Je vais prendre sur les 3 dernières années ici, on a 17%. Alors, pour se protéger, je vous dirais, prenez 15%, d'accord? Vaut mieux prendre 15% ici. C'est une entreprise qui a des marges plus élevées. Sur les 3 dernières années ici, on a 17%, mais en moyenne, sur les 10 dernières années, on est au moins à 15%. Ça, au moins, on sait qu'on peut l'atteindre, d'accord? Parfois, remarquez également qu'il y a des zigzags. Parfois, on va vers le bas ici, mais ça, c'est sur les 12 derniers mois ici. Donc, je vais juste les mettre ici en annualisé, d'accord? Voilà, annualisé ici, ça nous donne 15%, donc parfait. Donc, quand on regarde ici, il faut se poser la question, quand on a des creux pareils, pourquoi? D'accord? Parce qu'entre 2002 et 2012, ici, on a eu moins de 11%. D'accord? Sur les 10 dernières années, les marges ont augmenté littéralement. Dans les 10 dernières années, c'est à partir à peu près de 2012 par là. Donc, à partir d'ici, les marges ont commencé à augmenter. Il faut regarder pourquoi. Ça, c'est si la compagnie vous intéresse, bien sûr. Mais en même temps, ça vous permet également de voir à peu près à quoi peut ressembler une belle entreprise ici. Donc, une belle entreprise, c'est une entreprise qui a le potentiel d'augmenter ses marges ou bien de les maintenir stables année après année. Moi, je peux voir ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans cette compagnie-ci. Oui, également, elle connaît souvent une baisse au niveau des marges, mais ça peut s'expliquer par X ou Y raison. D'accord? Ça peut s'expliquer sur le fait que peut-être c'est une activité ici, elle a peut-être pris une charge extraordinaire ici, d'accord, mais ça n'arrive pas tout le temps, donc je ne pense pas que ce soit un secteur très cyclique. Donc,
quand on prend ici, on va prendre ici les free cash flow, on va prendre 15%. Je sais que c'est net income que j'ai pris parce que je n'ai pas je n'ai pas comment on appelle ça. Ce logiciel-ci ne me donne pas la possibilité de regarder la marge des free cash flow. En tout cas, cette version-ci, parce que la version pro me permet de le faire si je crée ma propre formule également, ce qui est possible avec ce logiciel. Vous pouvez créer vos formules ici. Donc, on va prendre ici 15%. D'accord? 15%. Si le nombre d'actions, on va regarder si est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue. On préfère un nombre d'actions qui reste stable au pire. D'accord? S'il augmente, on doit savoir pourquoi. S'il diminue, tant mieux pour nous. Ça veut dire que l'entreprise rachète ses actions. Donc, techniquement, c'est une redistribution des bénéfices. Donc, enfin, on va le dire comme ça. Donc, vous voyez ici que le nombre d'actions a diminué drastiquement entre 1998 et 2007. Mais depuis à peu près 2007, on stagne en fait. Voilà, on a 91 millions ici. Donc actuellement, on va mettre 92 millions d'actions en date d'aujourd'hui avec une note positive dont le nombre d'actions diminue. Donc les Japonais sont très reconnus pour ne pas distribuer énormément le capital. Donc généralement, les compagnies japonaises, vous allez remarquer qu'ils ont énormément de cash en banque. Ils n'aiment pas ces gens-là n'aiment pas beaucoup la dette. Donc, généralement, ils ont beaucoup de cash. Ils n'aiment pas également distribuer le cash. Je ne sais pas pourquoi. Donc, généralement, vous allez voir des entreprises qui ont des dividendes faméliques avec énormément de cash en banque. Donc, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais c'est une culture chez eux. Je ne sais pas, c'est une culture. Je ne sais pas. Donc, ici, au niveau des PER, la moyenne des PER pour cette compagnie-ci, moi, je vois déjà le secteur du vélo. Moi, je dirais, avec la qualité des marges ici, on peut se dire, c'est pas une compagnie cyclique. On peut se dire, à peu près, on peut être aux alentours des 17-20 fois les bénéfices par là. Mais on va voir à peu près que le marché a l'habitude de payer combien chez Shimano est de qualité. Semble-t-il que le marché a souvent l'habitude de payer des moyennes, enfin, une médiane plus élevée. Donc, on regarde ici au niveau des marges. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici qu'on a pas les marges. On regarde au niveau des multiples des PER. On a 27 fois en moyenne. 27 fois les PER depuis au moins depuis 92, d'accord? Donc, sur les 10 dernières années, on a combien? 28 fois les 28 fois les bénéfices. Waouh! Sur les 5 dernières années, 30 fois les bénéfices. Mon Dieu! Et sur les 3 dernières années, 30 fois les bénéfices. OK! C'est une entreprise qui s'échange généralement à des PER très élevés. Simple, je ne paye pas 20 fois les bénéfices je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Maintenant, à vous de voir si vous voulez payer 25 fois les bénéfices. De toutes les façons, au Japon, ils ont l'habitude de payer 25 fois les bénéfices. Peut-être que c'est leur LVMH ou bien leur Air Liquide. Donc, à la fin de la journée, peut-être qu'au Japon, la culture est de détenir du Shimano. Peut-être qu'on dit que Shimano est bon à tous les prix. D'accord? Moi, ici, j'essaie de me protéger. Je vais prendre 20 fois les bénéfices. Maintenant, si vous pensez que vous voulez payer 25 fois les bénéfices, c'est à vos risques et périls. D'accord? À la fin de la journée, moi, je n'essaye pas d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. 25 fois les bénéfices, c'est un rendement de 4%. 20 fois les bénéfices, c'est un rendement de 5%. Et voulant acheter une compagnie une compagnie japonaise dans un pays que je ne connais pas en étant assis ici au Canada ou bien en France à la fin de la journée, c'est un peu prétentieux. Donc, on va se dire une chose, restons à peu près au niveau de la moyenne, sinon un tout petit peu en dessous de la moyenne. Donc, je prends 20 fois les bénéfices et ça, ce n'est que mon propre avis, d'accord? Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je prends 20 fois les bénéfices. Maintenant, la dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette ici qui est stable ou croissante? Donc, on va regarder ici la dette nette. Où est la dette nette ici? Donc, déjà, avant d'arriver au niveau de la dette nette, on va regarder la valeur d'entreprise. On va regarder ici le ratio dette nette sur EBITDA. Le ratio dette nette sur EBITDA, on préfère un ratio inférieur à 5 ici. Alors, où est le ratio dette nette sur EBITDA ici? On constate quoi? Boum. Alors, ratio dette nette sur EBITDA, nous avons combien? Un ratio inférieur à 0, dont l'entreprise n'a pas de dette. Elle a des EBITDA certainement, mais elle n'a pas de dette. Vous pouvez également vérifier ça ici. Est-ce qu'elle a même des EBITDA? Parce que ça peut être la raison pour laquelle elle a des EBITDA, elle a ce ratio négatif. Donc, elle a des EBITDA, oui. En plus, les EBITDA sont croissants. C'est-à-dire qu'actuellement, l'entreprise a plus de cash que de dettes. Et les EBITDA sont croissants depuis 2020. Donc, de 2020, on a été à peu près à 81 milliards de yens et on est à 179 milliards de yens. Actuellement, on gagne beaucoup d'argent. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Donc, ici, on est à peu près aux alentours. En termes de dette nette, ici, on va aller chercher le ratio de dette nette ici. Alors, net dette, on a combien sur le dernier quarter? Donc, le dernier quarter ici, c'est à peu près celui d'août 2022 ici. Donc, août-juillet 2022, je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, on a moins 418 milliards de dette nette. Enfin, on a du cash net. Donc, on a 418 milliards de cash net ici. En tout cas, milliards de yens, je rappelle. 418 milliards, d'accord? 418 milliards de yens. OK? En dollars américains, ça donne quoi? Donc, c'est-à-dire qu'en dollars américains ou bien en euros, je vais le mettre ici en euros. De toute façon, la majorité du public ici vient d'Europe. Donc, à peu près 2 milliards 940
2 milliards 940 millions. OK? Donc, si je le remets ici en yens, je vais regarder ici par rapport à la capitalisation boursière. Le cash en banque représente quel pourcentage de la capitalisation boursière ici aujourd'hui? Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité du cash qu'elle a présentement en banque par rapport à la capitalisation boursière ici, vous aurez combien directement? On a divisé par 2 milliards, 2 trillions, d'accord? Ici, c'est en trillions. 2272. Ça nous donne ici 18% ici de la capitalisation boursière est en cash. Donc, si vous achetez l'entreprise au prix actuel, à 2 milliards, à 2 trillions, d'accord, c'est 2 trillions de yens, d'accord. Ils ont la facilité avec les trillions chez eux. Donc, si vous achetez l'entreprise à 2 trillions de yens, vous allez retrouver à peu près 400 milliards de yens en cash dans les caisses. Donc, en réalité, vous l'avez acheté à 80% de sa valorisation, donc vous avez 18% ici. Donc, si vous distribuez la totalité du cash ici présentement, vous aurez un rendement unique de 18%, exceptionnel de 18%. D'accord? Donc, on n'a pas de cash, on aime ça. Donc, elle pourrait vous distribuer ce dividende aussi pendant très très longtemps parce que ce dividende ne représente que 1% à peu près de la capitalisation boursière. Donc, si on prend 1% ici, c'est à peu près, elle distribue à peu près 22 milliards de yens chaque année. Waouh, c'est un peu cheap ça. 22 milliards de yens seulement? Alors qu'elle a la possibilité, alors qu'elle ramène combien en net income en général? Attendez, je vais voir les net income ici. Donc, en net income, elle ramène combien? Elle a 128 milliards de net income et elle vous distribue uniquement 22 milliards. Mon Dieu, ils sont cheap ces gens. Mon Dieu, mais à la fin de la journée, c'est la culture japonaise. Donc, là, c'est pour ceux qui sont là pour le dividende. Le dividende, sans doute, on va essayer de voir s'il est croissant. Donc, ici, on a une dette nette aux alentours on n'a pas une dette nette, on a du cash net de 418 milliards. Qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour calculer la valeur de l'entreprise. Alors, 586 milliards de yens, le revenu, 15% de ce montant-là, ça donne combien? Ça donne ici 88 milliards, enfin 87,90. Multiplié par 20 fois les bénéfices ici, d'accord? Ça donne ici 1 milliard 758, donc plus le cash net, 418 milliards de yens, ça donne ici 2 trillions, d'accord, attention, 2 trillions 176 milliards de yens. Divisé ici par le nombre d'actions, on a 92 millions d'actions ici, ça donne ici au total une valorisation aux alentours d'à peu près, enfin, c'est 23 652 millions 23 652 yens par action. 23 652 yens par action, parce que quand je fais ici 92, d'accord, j'aurais dû diviser ici par 0,92. Ça aurait pu être plus facile. Non, ou bien 0,92 exactement. De toutes les façons, ça fait 23 000. Donc, si vous le prenez comme ça, on va faire ici fois 0,92, d'accord. Divisé ici par 0,092. C'est mieux, c'est le véritable montant. Donc, ça donne ici 23 652 yens par action. Donc, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel, légèrement. De toute façon, on a pris des PE on a pris des multiples peu élevés par rapport à la moyenne, ce que le marché paye. Donc, on va se dire que c'est correctement évalué. Si le multiple augmente, tant mieux. Dans tous les cas de figure, ça ne prend pas également en considération la croissance. Donc, on peut avoir une légère opportunité d'investissement au prix actuel. En termes de dividendes ici, le dividende est versé. Alors, le dividende, est-ce qu'ils ont l'habitude de payer un dividende ici? Oui, mais est-ce que c'est un dividende qui a l'habitude d'augmenter, de rester stable? Donc, est-ce qu'il y a une stabilité au niveau des dividendes ici? Alors, je vais regarder le dividende ici, Common Dividend Pay, donc last 12 months. OK, donc on ne voit pas ça, l'information n'est pas bonne ici. Je vais essayer ici Dividend Yield, juste pour voir depuis combien de temps on verse à peu près le dividende ici. Alors, on va voir. Est-ce qu'on a cette information? Pas du tout. Donc, de toute façon, on a un dividende de 1,94% ici aujourd'hui. Je pourrais vérifier si elle a l'habitude de payer ce dividende année après année. Mais quand il finit encore, c'est un logiciel que je ne maîtrise pas parfaitement, surtout au niveau du dividende ici et au niveau des prévisions des analystes. Mais dans tous les cas de figure, je pense que vous savez où est-ce que vous pouvez trouver cette information. Bon, quand on regarde ici, nous voyons que c'est une entreprise qui verse un dividende depuis plusieurs années. Il verse un dividende au moins depuis plusieurs années parce qu'on voit ici que... on n'a jamais eu un yield inférieur ou égal à... On n'a jamais eu un yield ici en termes de dividende de 0. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était en 92. Donc, il verse un dividende depuis plusieurs années. Mais maintenant, je ne sais pas si ce dividende-là est croissant ou stable. Donc, je vais essayer de regarder ici dividende. Alors, dividende ici, Common Stock Dividend Pay, je ne sais pas, cash interest, donc je n'arrive pas à trouver dividende per share. On va prendre dividende per share ici, juste pour voir, vu que le nombre d'actions diminue. Donc, oui, le dividende per share ici augmente. Si on prend ici année après année, donc on va le prendre annuellement.
Oui, ils versent un dividende à peu près croissant. En tout cas, depuis 2020, ils ont augmenté ce dividende-là. Mais maintenant, je ne sais pas. Est-ce que ce dividende-là va diminuer? Je pense que, théoriquement, je pense que c'est une entreprise qui devrait maintenir son dividende. Elle a les moyens de payer son dividende de toutes les façons. Elle est ici à peu près aux alentours chaque année en moyenne. Ici, elle dégage quelque chose comme, donc on va regarder ça ici, quelque chose comme 88 milliards en termes de 88 milliards en termes de net income, divisé par la capitalisation boursière actuelle. Donc, si vous reversez la totalité du dividende ici au prix actuel, vous aurez un rendement à peu près de 3,87%. D'accord? Si on prend en considération le cash qu'on a en banque présentement, alors on aura plutôt un rendement aux alentours de 4,79%. D'accord? C'est décide de vous reverser la totalité du dividende ici. Donc, c'est pour ça que je dis que l'entreprise est correctement évaluée. On est sur la borne supérieure ici. On est presque à 25 fois ici. Donc, 20 fois les bénéfices. Dans tous les cas de figure, c'est une belle compagnie. Elle a sûrement des avantages concurrentiels. Mais à la fin de la journée, si ça vous intéresse, allez-y creuser. Bonne chance à vous. Dans tous les cas de figure, il y a de belles entreprises au Japon. Faites attention, les Japonais ont de très, très belles entreprises. D'accord? Donc, il y a une entreprise qu'on appelle Fanuc. Donc, Fanuc ici, en compagnie japonaise de robots, d'accord? Je pense que c'est des robots industriels ici. Donc, si vous allez dans les usines, vous allez voir des robots Fanuc. Et généralement, ces robots-là ont la couleur jaune. Donc, vous allez voir ici, Fanuc, on augmente. Ouais, c'est à peu près une belle entreprise également qui réussit vraiment à maintenir ses marges assez stables. C'est une belle entreprise. On a des Toyota également, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers si ça vous intéresse. Donc, on va se dire ici que pour l'entreprise de Shimano, on a à peu près une valorisation aux alentours de 23 652 yens. Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Et vous savez qu'on a été assez gentil au niveau des marges. Enfin, quand je dis gentil, on a été assez conservateur au niveau des multiples. OK? Donc, si les marges augmentent, si le revenu augmente, on aura à peu près une valorisation plus élevée. Donc, le prix actuel est assez correct. Il ne prend pas en considération la croissance ainsi que l'augmentation future des marges, si augmentation future des marges, il y a. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.